Planète Marché, on fait le tour avec nos experts de ce qui se passe sur la planète finance, comment réagir aux différentes annonces, comment peut-être modifier son allocation d'actifs. C'est ce qu'on va voir avec nos experts. On est ravis d'accueillir Patrice Gautry. Bonjour Patrice. Bonjour. Vous êtes chef économiste à l'Union bancaire privée. C'est bien ça? C'est ça, oui. Voilà, du côté de la Suisse. Du côté de Genève. Tout va bien en Suisse? Tout va bien, le franc suisse remonte encore un peu et l'or se tient bien. Bon, ça ne fait pas la Suisse, mais on attend Trump. Ouais. L'or, c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Hein. Après, voilà, il y a déjà une très belle performance, plus de 30% l'an dernier, ça continue. Attends, on a les 3000 $ l'once. Bon, les événements géopolitiques, la politique commerciale alimentent bien. Et puis après, il y a visiblement un petit problème de stock, puisqu'il y en a un peu moins du côté de Londres au LME, il y en a un peu plus du côté des États-Unis et des achats de banques centrales. L'appétit féroce des banques centrales, toujours. À vos côtés, on est en compagnie d'Axel Bott. Bonjour Axel. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie marché chez Ostrom Asset Management. Bienvenue à vous. Et enfin, Thomas Friedberger, bonjour, vous êtes directeur général adjoint de Tikehau Capital. Bonjour. Bienvenue à vous. Messieurs, on se pose cette question quand on vient d'avoir les infos là, des marchés. On est sur une tendance, une bonne tendance, on peut dire ça comme ça, depuis le début de l'année. Et c'était pas gagné parce qu'on avait quand même... décidé d'être très négatif sur l'Europe en fin d'année. Il fallait avoir absolument uniquement des États-Unis. Et on voit que, après un mois et demi, c'est plutôt très positif. Thomas, on commence avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette remontada européenne ? C'est un effet de rattrapage principalement et qui est alimenté par les espoirs de paix en Ukraine, ou en tout cas pour parler de paix en Ukraine. Après, les actions européennes étaient sur des niveaux de valorisation qui étaient très attractifs. Ça nous a permis de lancer un fonds, par exemple, sur la souveraineté européenne l'année dernière, qui a pu se constituer encore une fois sur des valorisations qui nous semblaient extrêmement attractives. Donc c'est vraiment un effet de rattrapage qui est pas si surprenant que ça en fait. D'accord. Alors, la question, parce qu'on est à 8200 points, en tout cas pour le CAC 40, on est à quelques encablures du plus haut, qui est à 8250, donc on est à Pouillem. Si on fait 0,3, 0,4%, on y est. Alors, est-ce qu'on va le faire? On ne sait pas encore, mais c'est vrai que est-ce qu'on a encore du potentiel finalement pour aller plus haut? Est-ce qu'en un sens, ce rattrapage, il est complet ou pas encore? Je ne sais pas. Ça va dépendre de la capacité des entreprises à générer des résultats. Ça va dépendre pas mal aussi de ce qui se passe sur le front pour parler commerciaux avec les États-Unis. Ça va dépendre aussi de l'euro. Il va falloir délivrer comme d'habitude pour l'Europe. Ouais. Sur ces résultats, ils sont plutôt pas mal parce qu'en plus, on bénéficie aussi d'un effet de base finalement plutôt avantageux. Axel Bott. Sur près la moitié des publications, effectivement, il y a une majorité de surprises haussières, avec notamment des banques qui mènent la cote et pour de très bonnes raisons. Ceci étant, c'est peut-être le paradoxe, mais aux États-Unis, la saison des résultats est peut-être encore meilleure actuellement que celle des sociétés européennes. Et pour autant, on a effectivement cet effet de rattrapage, mais globalement, oui, la saison des résultats est une nouvelle fois plutôt bien orientée. Parce qu'on a souvent entendu effectivement en Europe croissance très mollassonne, voire atone, donc il vaut mieux effectivement aller du côté où il y a de la croissance. Et puis on voit que mine de rien, les publications sont plutôt bonnes, voire très bonnes, que les secteurs tirent leur épingle du jeu et qu'on a des hausses. On a eu des hausses pratiquement à 2 chiffres sur plusieurs titres de la cote cette semaine. Oui, effectivement, je pense qu'on a aussi une banque centrale qui est disons dans la droite ligne de ce qu'elle a annoncé. Les baisses de taux font quand même du bien. L'euro à 1,05 aussi, il y a peut-être un effet de translation dans ces résultats qui aussi a tendance à surpondérer la cote. Et puis c'est un marché où, si tu regardes les flux, quelle que soit la mesure qu'on observait depuis plusieurs mois, on voyait que des flux sortants. À un moment, ça s'arrête. Et finalement, le pire n'est jamais certain. Et les gens reconsidèrent l'Europe au bénéfice, effectivement, d'amélioration de la perception du risque. Qu'est-ce qu'on fait justement dans ces cas-là quand on est gérant? On court après le marché ou on s'était déjà repositionné? On aimait bien l'Europe depuis un certain temps, donc on en bénéficie sur 5,50, 5500 plutôt, sur l'Eurostock 50. On peut se poser des questions sur le potentiel à venir.
On avait eu un petit peu ce phénomène-là l'année dernière, hein, un début d'année qui nous amène assez vite autour des 5000 points à l'époque, et puis finalement un grand trading range qui a duré l'essentiel de l'année. Est-ce qu'on est dans la même configuration ? Peut-être qu'on va se poser cette question au moment des premiers détachements de dividendes. Il y aura peut-être traditionnellement les prises de profit qui nous ramèneront un petit peu plus bas, mais bon, pour l'instant, on est plutôt à continuer de bénéficier de cette hausse. Oui, parce que je parle évidemment de la France, mais partout en Europe, c'est vrai que ça va bien. L'Allemagne nous a même dépassé, je crois, en performance cette semaine. Patrice Gautret, moi j'ai envie de parler de réalignement des planètes. On a l'impression que, allez, tout foutait le camp avec, effectivement, ça a commencé dès 2022. La guerre, évidemment, on a perdu en compétitivité, la monnaie a dérapé, etc. On a l'impression qu'aujourd'hui, on pourrait aller vers du mieux et pourquoi pas avoir des bonnes surprises, enfin, en Europe. Oui, puisqu'il y a peut-être un effet de miroir, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de bonnes surprises aux États-Unis pour complémenter ce qui vient d'être dit. Et ce qui veut dire qu'en fait, même quand on avait des bons résultats aux États-Unis, le marché ne les a pas récompensés. Alors que quelques surprises en Europe ont été récompensées par un rebond du marché. Donc il y a un effet aussi peut-être diversification. Tout le monde était engagé avec beaucoup de technologies américaines donc en fin d'année. Et effectivement, les valorisations étaient plutôt attractives du côté européen. Donc il y a une diversification des risques peut-être dans les portefeuilles globaux qui permet non seulement à l'Europe, mais aussi à quelques valeurs en Chine d'ailleurs de retrouver un petit peu de lustre et un petit peu de couleur. Dans l'alignement des planètes que vous mentionnez, on a quand même une planète un peu oubliée qui s'appelle les petites et moyennes capitalisations en Europe, parce que là, visiblement, elles ne sont pas encore à la fête et ils ne sont pas encore revenus sur le devant. Donc on voit bien que, je dirais, c'est peut-être plus par effet miroir de ce que l'on a aux États-Unis et des risques potentiels qui viennent avec la nouvelle politique commerciale que véritablement un renouveau et une tendance lourde de fond qui se remettrait en place en Europe. Ouais, on l'oublie souvent aussi, c'est vrai qu'il faut regarder du côté de l'obligataire. On voit qu'il y a une détente, en général qu'il y a une crispation sur l'obligataire, une crispation sur les actions, le marché, on le rappelle, est beaucoup plus profond. Là, justement, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on l'a dit avec la BCE, on a cette détente en ce moment. Est-ce que ça peut continuer et ça va entraîner effectivement cette poursuite de la hausse ? Elle est légère, la détente. Nous, notre on va dire, conviction de long terme, c'est que les taux d'intérêt longs sont trop bas, en fait. Ils sont trop bas parce que les trajectoires de déficit budgétaire dans les pays développés sont assez inquiétantes, parce que les acheteurs potentiels se raréfient, parce qu'il y a un début de commencement de défiance vis-à-vis du dollar qui est assez palpable quand on voyage en Asie et au Moyen-Orient. Et donc sur le long terme, on trouve que les taux d'intérêt ne pricent pas ça. Voilà. Après, sur le court terme, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué en Europe, vous voulez dire, d'anticiper ça. En Europe et aux États-Unis, ouais. Et aux États-Unis. Là, quand on voit qu'on entendait tout à l'heure, on a baissé, effectivement, on était accroché, on craignait un petit peu au-delà des 4,5. Là, c'est en train de refluer. Oui, mais après, nous, on ne fait pas du trading. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, dans une perspective, il faut regarder où on était quand même en dynamique. C'est vrai qu'on avait des taux très hauts là qui ont visiblement quand même cassé la croissance, ou disons qui l'ont sacrément amoindri. La BCE en a tiré les conséquences, certains disent avec beaucoup de retard et pas de manière peut-être pas assez agressive aujourd'hui. Pour l'instant, c'est lancé. Et surtout, on anticipe un retour. On se dit on est à une inflation finalement à 2%, qui serait le taux neutre et qui arrangerait tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? On pense que les besoins d'émission des États sont extrêmement importants, et que les taux courts sont en train d'être réajustés en fonction de la croissance et des anticipations d'inflation. Les taux longs répondent aussi à des dynamiques d'offres et de demande long terme sur les besoins d'émissions des États, et nous on pense qu'ils sont trop bas. Voilà. On rappelle qu'en début d'année, évidemment, les États font un petit peu le plein. En général, ce sont des émissions, je passe souvent de contrôle, qui se passent plutôt bien en début d'année, parce que il y a aussi les investisseurs institutionnels ont besoin de recharger, entre guillemets. Vous craignez que ça soit peut-être plus compliqué après ou en fin d'année ? J'en ai aucune idée. Je peux vous dire, sur le long terme, on pense qu'ils sont trop bas. D'accord, très bien. Donc on n'est pas au juste loyer de l'argent. Réaction, justement. Il y a plusieurs façons d'examiner en fait le niveau des taux. C'est vrai qu'il y a quelque part il y a cette idée de problématique de long terme de la charge de la dette. Quand on regarde par exemple
les taux des emprunts d'État relativement aux swaps longs, par exemple. Les swaps sont beaucoup plus bas. Et on peut parfois se rassurer en regardant l'OAT contre le Bund, par exemple. Mais quand on regarde l'OAT contre le swap à 30 ans, on est à 140 points de base de prime. Donc c'est quelque chose qui traduit peut-être déjà bien cette anxiété. Il y a un autre facteur qui est intrinsèque à la politique monétaire, et ça qui est de plus en plus prégnant et qui s'est même accéléré en début d'année, qui est le resserrement quantitatif, puisque la BCE a décidé... en plus de ne plus réinvestir l'APP, de ne plus réinvestir toutes les tombées du PPP. Ils étaient un peu à demi-vitesse pendant quelques mois. Et maintenant, on a cet effet de resserrement quantitatif. Ça veut dire quoi? Je traduis, la planche à billets, c'est terminé? Oui, c'est l'inverse de la planche à billets. Si on veut, on détruit la liquidité. Chaque fois que la BCE a donc constitué, avec les années d'assouplissement quantitatif, un gros... On retire la liquidité. Et aujourd'hui, elle ne renouvelle plus ses lignes. Donc, nécessairement, vous réduisez la liquidité, l'encours de liquidité sur les marchés. Et vous devez trouver d'autres investisseurs pour substituer, parce qu'évidemment, la dette, elle continue de s'accumuler. Donc, il faut retrouver une autre base d'investisseurs. Et ça a pu peser sur les courbes, ce qui explique aussi pourquoi les baisses de taux de la BCE, finalement, ont eu assez peu d'effet d'entraînement sur les parties longues, puisque le Bund est à 2,40, où l'OAT n'a pas bougé depuis l'automne, à peu près, alors même que la BCE a appuyé sur les taux courts. Ouais, néanmoins, les faits sont têtus. On achète très facilement, en tout cas les investisseurs, de la dette allemande, de la dette française. On a encore une bonne signature, malgré nos déboires, on va dire, politico-économiques, les promesses qui ne sont pas forcément suivies des faits. Alors là, voilà, on a une nouvelle target, une nouvelle cible pour le déficit. Voilà, on nous fait confiance, Patrice Gautry. Oui, je ne suis pas sûr qu'elle soit tellement nouvelle, parce que, faut regarder à la loupe, parce que 5,4 contre 6,1, et puis qui est-ce qu'il en est depuis des dépenses fiscales pendant toute cette intermédiaire. Donc je vais regarder, je suis curieux de voir comment la Commission européenne, qui a travaillé et qui a reçu l'ancien plan budgétaire, va recevoir le nouveau, et comment est-ce qu'elle va l'accueillir. Et comment les marchés vont l'accueillir. Donc tout ce qu'on a vu en 2024, c'est-à-dire le souci sur la trajectoire, oui. La dette aujourd'hui est soutenable, la trajectoire ne l'est pas. Parce quand on regarde, on a une nouvelle trajectoire, si on extrapole, 2025, 2026, 2027, etc., où on doit arriver à 3,5 d'ici 5 ans. Oui, 2029. Alors ça fait quand même un peu long. Je pense que les marchés, comme on l'a vu en 2024, peuvent s'impatienter. Et puis, le premier à s'impatienter, de toute façon, ce sera la Commission européenne, puisqu'il faudra renouer un petit peu le dialogue et de voir, en fait, comment est-ce que la Commission voit cette trajectoire, parce qu'en fait, on a un peu moins d'ambition, en fait, ce que je peux comprendre. C'est presque pas une critique, ce sont des faits. On a un peu moins d'ambition dans la réduction budgétaire. Et sachant que du côté américain, on ne parle pas de ce qui fâche, c'est-à-dire on ne parle pas de déficit budgétaire pour l'instant. C'est vrai, tout à fait. On ne parle que de tarifs. Ouais. On va parler dans un instant des États-Unis, juste pour clôturer là sur notre budget et cette trajectoire. C'est vrai que on a l'impression que le gouvernement déjà été occupé à faire passer ce budget. Il en a eu toutes les peines du monde. Mais même la Commission européenne, en fait, quels sont véritablement les... Il y a des moyens de rétorsion. Ils peuvent vraiment nous taper sur les doigts au bout d'un moment? Oui, alors les moyens... Parce que ça fait longtemps qu'on dit on a dépassé tous les budgets, on n'est pas du tout aux normes. Alors quand c'est les petits pays, on est très dur avec eux. Quand c'est la France ou si demain c'est l'Allemagne, on se dit bon, ça sera peut-être... Alors l'Allemagne corrige, mais on verra effectivement à l'issue des prochaines élections si l'Allemagne adopte une nouvelle trajectoire budgétaire. Et pour ce qui est de la réponse de la Commission, c'est d'obliger, puisqu'on est dans une monnaie unique, en fait, il faut respecter les règles qui sous-tendent cette monnaie unique. Et les règles qui sous-tendent cette monnaie unique, c'est une réduction à moyen terme, assurée du déficit budgétaire et, je dirais, un plateau au moins sur l'évolution de la dette. Donc la Commission européenne peut revenir avec des demandes en disant de revoir la copie budgétaire, ce qui serait effectivement, pour un gouvernement, ça les met un peu mal à l'aise. Et puis après, on peut aller un petit peu plus loin dans la sanction. L'amende, non, pas véritablement. Mais ça peut être un dialogue difficile avec la Commission européenne. On s'en souvient avec les pays périphériques. Donc on parle là de la France, mais l'an prochain, on parlera de l'Italie aussi. Oui. Parce que l'Italie n'est plus subventionnée par les fonds européens et devra, elle aussi, ajuster son déficit public, puisque l'Italie, la France et la Belgique sont
dans la fameuse procédure de déficit excessif. Donc, sont sous surveillance de la Commission européenne et des marchés financiers. On a l'impression quand même que ça serait, que les marchés ne sanctionnent pas le mauvais élève qu'on va être, ou même presque le cancre, parce que là, on n'est pas dans les meilleurs en Europe. Mais les marchés, finalement, restent assez étonnants. Points de base, on a fait du 0 point de base avec l'Allemagne, il y a un peu longtemps dans l'histoire. Avant la crise, la petite crise politique, on était à 50. Là, on est à 70 et on a été jusqu'à 90. Donc, c'est la zone de danger, 90. C'est une zone de surveillance, je dirais. Pas effectivement, puisque le budget a été voté, le gouvernement s'installe, ça s'est calmé. Mais si vraiment il y a des tensions, ou s'il y a des craintes, et notamment les craintes premières que l'on peut avoir, c'est sur l'amplitude de la croissance. Le plan budgétaire français retient une croissance qui est très bien orientée. Le risque, c'est d'avoir trop un demi-point. Ok, effectivement, on est peut-être c'est effectivement un peu optimiste, et puis surtout, on ne le dit pas assez, mais c'est vrai que ça paraît peu, et c'est peut-être ça fait débat d'économistes, 50 points de base, 70 points de base, ce sont des milliards au final qui seraient économisés si on pouvait effectivement montrer qu'on était un peu meilleur. Il y a un problème commun à tous les pays développés, c'est que le service de la dette a structurellement augmenté. Et en termes de pourcentage de PIB, c'est maintenant entre 2 et 3%. Et il y a des pays qui, effectivement, et donc si vous n'avez pas de croissance alors que votre service de la dette augmente, vous entrez dans un effet boule de neige. C'est-à-dire que, grosso modo, votre déficit augmente systématiquement et votre croissance n'est pas suffisante, en fait, déjà pour rembourser la dette, et la dette continue d'augmenter. Ça, c'est le syndrome pire qu'on a connu dans les années 80 ou les années 90 pour des pays comme l'Italie. C'est surtout ce qu'il faut éviter dans ce passage difficile que l'on a avec la croissance en 2025. Et encore, Thomas nous dit qu'on n'est pas encore au bon loyer de l'argent, donc ça pourrait même coûter plus cher demain ou dans quelques temps. Messieurs, je voulais faire réagir aussi, bien évidemment, à ce qui se passe du côté des États-Unis. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. On a fait nombre d'émissions, évidemment, sur ce plateau. On pourrait parler toute la journée effectivement de Donald Trump. Là, il met quand même en exécution ce qu'il avait dit. La guerre, ça s'arrêtera. Dès que je suis arrivé, le lendemain, la guerre s'arrêtera. On voit qu'il est en train de, sinon tenir cette promesse, en tout cas, faire en sorte que les discussions avec Vladimir Poutine sont ouvertes. On a un espoir de cesser le feu. Sous quelles conditions? Ça, c'est peut-être la question. Thomas? Alors, c'est pas fait. Pour l'instant, c'est des intentions. Oui. Donc, c'est encore assez loin d'être fait. Le marché achète, en tout cas, la rumeur, comme d'habitude. Oui, le marché achète. On va peut-être vendre la nouvelle demain, mais on achète la rumeur. Exactement. Ouais. Vous en pensez quoi? Ça serait un ouf de soulagement, un autre? Ça pourrait redonner une dynamique à l'Europe? C'est sûr que ça serait une bonne nouvelle pour l'Europe. Le fait d'avoir en plus une reconstruction à faire à nos frontières pourrait redonner un petit peu de perspective de croissance à l'Europe. C'est toujours une bonne nouvelle de ne plus avoir la guerre chez soi. Après, il ne faut pas s'attendre à des cadeaux non plus de la part des États-Unis. Ils vont nous demander notre part également de contribution à tout ça. Voilà. Donc, très clairement, c'est débrouillez-vous désormais pour assurer votre sécurité. Nous, on ne veut plus être le parapluie militaire. Ça veut dire que demain, on aura peut-être des efforts à faire du côté notamment de l'armée, des équipements militaires. Axel Bott. Oui, c'est en tout cas, je pense que l'Allemagne en a pris conscience, la France en a pris conscience. D'autres pays, je pense que les pays baltes, évidemment, sont en première ligne. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. On a toujours un problème pour mettre en œuvre ces politiques, mais il avait été évoqué des emprunts européens pour ce motif de défense. Donc on peut imaginer que ça finisse par arriver. Ça peut être un des axes d'intégration supplémentaire, si on veut, de l'Europe. Après, Trump reste imprévisible. Quelles sont les contreparties de ce qui peut apparaître pour certains une répétition de Munich 38, si on laisse Poutine acquérir, occuper des territoires de l'Ukraine, est-ce qu'il s'arrête là ou est-ce qu'il reprend? C'est une situation qui va être forcément dangereuse aussi pour l'Europe. Alors, immédiatement, effectivement, les marchés sont toujours très myopes et sont très prompts à acheter la rumeur. Ça a été assez binaire. Le marché, il se dit finalement tout ce qui nous a pénalisé il y a 3 ans au déclenchement du conflit, c'est-à-dire par exemple l'énergie qui a bondi, etc. Demain, ça sera complètement inversé et du coup, on a vu notamment l'Allemagne flamber cette semaine.
Enfin, marché allemand. Oui, oui. Après, bon, il faut reconstruire Nord Stream quand même pour que le gaz revienne. Il faut que. Moi, je sais pas si c'est si facile que ça. D'ailleurs, je sais pas quelle serait la proposition des États-Unis dans ce cas-là, puisqu'ils veulent nous vendre du gaz aussi. Donc, je vois pas vraiment dans quoi sur ce point-là en particulier. L'arrêt du conflit en Ukraine nous aiderait. Ouais. On a l'impression quand même d'une manière, on en a déjà parlé, de ce deal maker qui est Donald Trump, qui à chaque fois qu'il va, on sait qu'il va arracher un deal ou essayer d'avoir quelque chose. Il y aura une contrepartie de toute façon. C'est pas un soutien sans condition, un petit peu comme on avait avec Joe Biden, avec une ligne quasiment, encore une fois de souveraineté, peut-être de domination. Là, on est sur du business, on a l'impression, uniquement. Oui, je voudrais dire Trump, je ne sais même pas si c'est ce qu'il va faire. J'ai toujours l'impression d'une improvisation totale, en fait. Et j'ai vraiment du mal à me figurer ce qu'ils peuvent faire. Ce que peut vouloir dire aussi le fait de finalement d'avaliser les gains territoriaux de Poutine vis-à-vis, par exemple, de Taïwan, qui peut être le billard à 3 bandes. Est-ce que la doctrine de Biden qui était « on va défendre Taïwan quoi qu'il arrive » prévaut si finalement on autorise Poutine à acter les gains territoriaux. Ouais. Patrice Gautry, vous qui analysez tous les tweets de Trump presque, jour et nuit. Alors là, je reviens sur de l'économie, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être positif dans ce cessez-le-feu pour l'Europe. Il y a 4 points que l'on va mettre en exergue et qui conditionnent effectivement s'il y a un supplément ou non de croissance dans l'Europe. Le premier point, c'est l'évolution des tarifs gaziers, c'est ce que vous mentionnez. Oui. Et là, se dire, est-ce que c'est un cessez-le-feu ou est-ce que c'est une paix pour le moyen terme ? Si c'est un cessez-le-feu, les prix du gaz ne baissent pas beaucoup. Si c'est une paix pour le moyen terme avec un retour du gaz dans les tuyaux, que ce soit Nord Stream ou quelque chose d'autre, alors là, on peut avoir des baisses de prix du gaz qui soient nettement très importantes, du style 50% de baisse sur les niveaux actuels, sachant qu'en plus, en ce moment, ils ont monté un petit peu. Donc là, on a un axe, effectivement, dans lequel ça relance le pouvoir d'achat et ça détend, effectivement, les contraintes sur l'industrie. C'est ça qui est en train d'être acheté dans les scénarios que l'on observe en ce moment. Le deuxième point, c'est la reconstruction. 600 milliards, nous dit la Banque mondiale. Donc là, on parle de reconstruire. Il faut tout reconstruire, les infrastructures, la sécurité, la consommation, les chaînes de production, etc. etc. Plan Marshall à l'européenne, payé par l'Europe. Grosso modo, c'est ce que veulent les Américains. Et en plus, on paiera pour les soldats qui sont encore positionnés ou qui seront positionnés donc en Ukraine et qui sont encore positionnés, une très grande base en Pologne. Et je pense qu'on va demander à l'Europe de subventionner ça. Il y a aussi donc un troisième point qui est, vous l'avez mentionné, donc l'acte de défense. Et c'est d'ailleurs dans les débats que l'on a en Europe aujourd'hui, c'est à peu près le seul secteur sur lequel effectivement les Européens sont d'accord pour dépenser plus. Et les Allemands même ont déjà créé un fonds spécial, 100 milliards d'euros. Le point qui fait incertitude, et c'est le quatrième, ce sont les réfugiés. On a à peu près 7 millions de personnes qui sont parties d'Ukraine, avec le premier pays de destinataire a été l'Allemagne. Est-ce que ces familles, est-ce que ces gens reviennent en Ukraine ? Et à ce moment-là, il y a un effet négatif d'ailleurs sur l'Allemagne en termes de consommation et de main-d'œuvre, mais un effet positif parce que le budget a payé pour eux, mais un effet un peu plus positif pour la croissance de moyen terme en Ukraine. D'accord. Et en fond, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un choc de confiance ? On voit par exemple que les Français épargnent massivement, on est à un niveau de record, peut-être, parce que la situation économique n'est pas terrible, mais c'est vrai que ça donnait un climat quand même, cette guerre sur le sol européen, d'inconfort, de méfiance. Est-ce que justement, ça ne serait pas aussi un espèce de printemps, peut-être de la consommation, des choses, on lâche un peu les chevaux, on ouvre le portefeuille et on se dit, tiens, on repart dans quelque chose de plus positif ? Thomas ? Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, la fin de la guerre, c'est pas la fin de les tensions, c'est pas la fin de la menace, c'est que le début de l'augmentation des budgets militaires. J'étais dans les pays nordiques la semaine dernière. Je peux vous dire que c'est pas parce que la guerre va s'arrêter qu'ils vont changer leur doctrine qui était zéro investissement dans l'armement jusqu'à il y a 2 ans, mais maintenant c'est la priorité absolue d'aller sur ces industries-là. Donc ça va pas se passer comme ça du jour au lendemain. Ça y est, c'est la fête. Surtout si l'Occident a reculé et que Poutine peut présenter cette paix, on va dire, comme une victoire pour lui. Ça veut dire que ça peut très bien recommencer d'ici quelques années. Et puis voilà, après, la consommation, ça dépend aussi beaucoup du pouvoir d'achat et de la conjoncture, qui, elle, n'a pas grand-chose à voir avec la guerre en Ukraine, malheureusement.
D'accord, donc on se méfie d'un accord de Munich bis, qui ne serait pas très glorieux et en plus qui nous protégerait finalement de rien. Bon, ok, donc ça embrèche mon idée de confiance qui revient en Europe. On discute aussi, évidemment, quand on parle de Trump, on ne sait pas, alors il est un peu sur tous les fronts, c'est vrai, on est sur la politique. Il y a ces tarifs aussi, ces fameuses barrières douanières qui l'agitent un peu comme un épouvantail. On l'a vu avec le Mexique, avec le Canada. On sait que ça va nous tomber dessus à un moment. Qu'est-ce qu'on anticipe exactement? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas savoir finalement quelles sauces on va être mangées une bonne fois pour toutes? Axel Bott. Je pense que l'ambiguïté de Trump est importante pour lui. C'est-à-dire que c'est justement la menace qui perdure et avec laquelle il joue. On est quand même déjà frappé a priori, à partir du 12 mars, si je me rappelle bien de la date, des tarifs qui sont universels sur l'acier et l'aluminium. Oui, ça faisait longtemps, vous disiez on ne sait pas trop ce qu'il pense. Là, il l'avait quand même annoncé, c'est un peu ses marottes, l'acier, l'aluminium, c'est un peu l'économie à la papa, on met ces taxes-là. C'est-à-dire, je veux dire, j'exclus pas que d'ici le 12 mars, il les enlève, comme il avait fait sur le Colombie, sur le Canada, le Mexique. Il n'y a que les Chinois qui ont répondu et qui n'ont même pas cherché à négocier et qui ont répondu à leur façon. C'est aussi peut-être que l'attitude va changer. Il a aussi parlé de réciprocité des tarifs maintenant. Alors s'il parle de réciprocité des tarifs, alors ça peut impacter par exemple les pays comme l'Inde sur lesquels il y a des tarifs assez importants, mais ça change la dynamique de la négociation. Trump arrive et impose des tarifs et ensuite veut négocier. C'est sur la base de la réciprocité. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout d'ailleurs la même réaction du marché d'échange. Chaque fois que vous annoncez les tarifs, le dollar avait plutôt tendance à s'apprécier instantanément. L'effet de réciprocité inverse la logique et voire même affaiblit le dollar. Donc voilà, je pense que même dans cette thématique-là, il y a un changement de dynamique. Ouais, réciprocité, ça veut dire, voilà, vous nous imposez des tarifs, nous aussi, mais je crois qu'on a riposté. Ursula von der Leyen a dit, nous aussi, on fera la même chose. Est-ce qu'on se dirige vers un protectionnisme à l'échelle mondiale, Patrice Gautry? On est déjà dedans. Soyons clairs. Je veux dire, quand l'Union européenne taxe les véhicules électriques chinois ou d'un pays comme la France se met à peser les véhicules qui rentrent, qui sont construits ailleurs, ça s'appelle du protectionnisme. Donc oui, on est déjà... la globalisation, elle est finie. L'extrême grand échange que continue à promouvoir avec le Mercosur, par exemple, Ursula von der Leyen, on voit bien que c'est à géométrie variable. Et pour moi, on est déjà effectivement dans une situation beaucoup plus protectionniste. Alors après, pour l'Europe, soit il tape très fort, ou soit il fait des supplices à la chinoise, c'est-à-dire que soit on tape 10% sur tous les tarifs, sur tous les produits qui sont exportés à destination des États-Unis, en Europe, là ça coûte 1,5 point à la croissance européenne, donc là on plonge, oui. Ou soit on y va avec supplice à la chinoise, c'est-à-dire non, on va faire que l'automobile, on va faire 25% sur l'automobile. D'accord, et chaque jour on aura une petite mesure. Les tarifs aluminium, l'acier, mais l'aluminium, l'acier, ça pèse beaucoup plus sur le Canada que sur l'Europe. Alors il y a quelques secteurs ou quelques entreprises qui seront impactées, mais grosso modo ça coûte pas énormément. Puis après on peut jouer avec un pays, un secteur, etc. De façon, le but de Trump, il est double. Premièrement, c'est de générer des recettes fiscales. Oui. Il n'a pas parlé du budget, mais parce que pour l'instant, il y a quand même des trous et qu'il a une réforme fiscale à financer. Et de façon à générer, à pouvoir mettre en place cette réforme fiscale, il faut générer des recettes, et recettes supplémentaires, et il compte effectivement sur les tarifs. Donc, dans les hausses de tarifs, il y a des tarifs qui seront, effectivement, comme vous le disiez, qui seront enlevés parce que c'est juste dans la négociation. Puis il y a des tarifs, et là je regarde un petit peu la Chine, qui eux vont rester en fait ad vitam aeternam, de façon à générer des recettes. Donc ça, c'est effectivement le premier point. Et puis après, le deuxième point, c'est que je pense que Trump n'a pas grand-chose à faire de l'économie. Ce qui l'intéresse, lui, c'est la compétition avec les autres zones. Donc on va demander à l'Europe non seulement effectivement d'être sympa avec ses tarifs douaniers, mais d'acheter beaucoup plus de soja avec un peu de GM. On va éventuellement quelques voitures américaines, mais surtout on va demander à l'Europe d'être beaucoup plus dur vis-à-vis de la Chine. Et d'accepter peut-être un accord avec la Russie. Donc en fait, la démarche de Trump, pour moi, elle est multilatérale, c'est-à-dire elle mélange tout, à la fois l'économie. Alors on focus, bien entendu, on met un focus sur les tarifs douaniers, mais les tarifs douaniers ne sont en fait qu'un prétexte pour entrer en matière sur des points qui sont géostratégiques, sociaux, politiques. Bien sûr. Et tout ça, c'est de dire, en fait, il y a une concurrence entre les deux zones, entre les trois zones, entre l'Europe, les États-Unis et la Chine, pour un leadership à la fois en termes d'économie, mais en termes de technologie et en termes d'accès aux capitaux.
C'est vrai, tout à fait. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'évidemment, il y a ce contraint de faire rentrer de l'argent dans les caisses et en dépenser un petit peu moins avec cette équipe de choc menée par Musk, Elon Musk, le Doge, pour faire des économies avec déjà 60 000 personnes qui ont accepté de démissionner, 8 mois de salaire et dehors. On a vu le démantèlement également de l'USAID. Ça, c'est pour le coup, alors là, c'est la fin peut-être d'un espèce de soft power à l'américaine aussi, de se dire on se désengage de ces grands programmes d'aide. Oui, on revient à une thèse isolationniste, puisque en fait, et je pense que quand on regarde l'histoire longue des États-Unis, en fait, la période de globalisation et la période de libre-échange est une exception dans une histoire qui est quand même plutôt orientée vers les États-Unis, c'est-à-dire isolationniste. Alors, pour revenir sur Doge, en fait, le problème, c'est oui, on peut jouer comme ça avec des aides ou des agences. La structure du déficit budgétaire ou des dépenses budgétaires, il y a à peu près 5 points. C'est la sécurité sociale, 1,6 trillion. Vous avez Medicare, Medicaid, 1,8. Et puis après, vous allez avoir les dépenses de défense, presque 1 milliard. Vous allez 1 trillion, pardon, 1,00. Oui, 1000 milliards. Et puis après, 1000 milliards. Et puis après, vous avez aussi les dépenses de remboursement de la dette, 1000 milliards, lui aussi. Et puis après, vous avez d'autres dépenses non récurrentes et des dépenses discrétionnaires qui sont à peu près 2 trillions. Donc là, dans les 2 trillions, il peut taper. Par contre, après, pour aller au-delà des 2 trillions, il va falloir qu'il tape sur Medicare, Medicaid et la sécurité sociale, sachant que la défense reste favorisée et le service de la dette, il ne pourra pas y toucher. Ouais. C'est quoi votre vision justement sur... c'est vrai que vu de notre côté européen ou français, ça paraît complètement surréaliste comme ça de virer les gens d'un trait de plume extrêmement brutalement. Et quelque part, on se dit, c'est possible aussi. Ça veut dire qu'on sait très bien que quelque part, nous aussi, on a peut-être des administrations avec les gens ne savent pas trop ce qu'ils font. Il y a une espèce de, en tout cas pour ce qui me concerne, une sorte de fascination de voir quand même ce qui se met en place à une vitesse absolument époustouflante. Thomas Friedberger. Oui, il y a beaucoup de populisme dans ce qu'il fait. Je crois que de ce que je lis, c'est plutôt anecdotique les économies qu'il va faire en faisant ça, quoi. Oui. Alors, après, mais c'est fait à grand renfort d'emphase. On a le gros stylo. Évidemment, on a de la com finalement. Il a communiqué là-dessus, c'est populaire, c'est du populisme pur et dur, quoi. Ouais. Donc voilà. Après, alors, le débat de est-ce qu'en Europe faut faire ça et est-ce que on n'a pas besoin de faire ça aussi un peu en Europe, c'est un autre débat. Et là, on peut en parler. Mais aux États-Unis, c'est une mesure complètement populiste qui ne changera pas grand-chose à la trajectoire du déficit budgétaire américain parce qu'effectivement, les gros postes, ce sont ceux qui ont été cités, et notamment le budget de défense qui ne baissera pas. Et puis le service de la dette, 1 trilliard par an, donc c'est le PIB de la Suisse tous les ans qui part en intérêt de la dette. Ouais. Bon, voilà, c'est ça les gros postes. Ils résistent quand même. C'est ça les gros postes. Une fois qu'on a dit ça, messieurs, il nous reste quelques minutes, donc je voudrais quand même avoir votre vue sur ce qu'on fait sur les marchés en termes d'allocation. Qu'est-ce que ça change, voilà, ce début d'année assez triomphant sur les marchés, en tout cas du côté de l'Europe, finalement les États-Unis qui se portent pas trop mal non plus. Axel Bott, vous qui êtes directeur de la stratégie marché, comment vous voyez la suite? Pour l'instant, on est toujours plutôt positionné sur des actifs risqués. On aime beaucoup le crédit qui continue de voir ses spreads se resserrer à une vitesse très régulière, avec très peu de volatilité. Il y a d'ailleurs relativement peu de volatilité sur les actions aussi. C'est assez étonnant vu le contexte journalier de perturbation de bruit politique qu'on peut avoir, mais on est plutôt positionné favorable. Et ça veut dire que vous allez chercher peut-être des classes plus risquées du côté du rendement, du high yield? Le high yield, on est un petit peu plus circonspect pour des raisons de valorisation, mais objectivement, la croissance est suffisamment... elle n'est pas particulièrement élevée en Europe, mais elle est suffisamment forte malgré tout pour qu'il n'y ait pas de hausse matérielle de taux de défaut, du moins pour la partie cotée de l'économie. On sait que peut-être le paysage sous-jacent peut être un petit peu moins bon, en particulier en France, mais pour ce qui est des valeurs qui font le marché du high yield, on voit les taux de défaut qui sont relativement stables et bas, et donc ça continue d'être un des moteurs de performance. On aime bien les obligations indexées aussi, qui ont permis, on a vu avec les anticipations d'inflation revenir, c'est un facteur de surperformance au sein de l'obligataire, et puis toujours un peu d'action, en particulier l'Europe. Donc, d'accord. Chez Tikeo, même
Actifs risqués, on reste dessus, on commence à alléger. Chez Tikehau, le gros du capital qu'on déploie, c'est dans le non-coté. Et dans le non-coté, il y a des très belles choses à faire malgré les valorisations qui sont aussi tendues que sur le côté, voilà, notamment sur les financements immobiliers, sur les financements des infrastructures IA, sur le secondaire de dette privée, sur le financement d'entreprises, le financement d'acquisition sur la dette privée. Sur le côté, on continue à la stratégie 2024 qui était celle aussi de 2023, c'est-à-dire qu'on aime bien les subordonnées financières. Nous, on fait de la sélection de valeurs, on ne fait pas de l'allocation d'actifs. Il y a quelques signatures dans la catégorie triple C qui est très peu regardée par les investisseurs qui n'ont pas d'équipe d'analyse crédit chez elles qui, on pense, traitent sur des niveaux de décote extrêmement importants et intéressants. Triple C, enfin, voilà, pour ceux qui nous regardent, c'est quand même déjà potentiellement risqué. Ah, bien sûr, oui. Ouais. Ouais. D'ailleurs, du coup, il y a beaucoup moins de gens qui observent il y a cette beaucoup moins de gens active. qui peuvent acheter ça. Ouais. Voilà, après, il y a une demande technique extrêmement forte qui vient du marché des CLO pour tout ce qui est crédit plus liquide, on va dire, enfin loans et crédit liquide. Voilà, sur les actions, pareil, on continue à être positionné sur l'Europe avec la thématique création de résilience, souveraineté européenne. Donc ça nous va. Donc la défense. Ça nous va bien, notamment, mais pas que la défense. Fort de votre voyage dans les Nordiques. Défense, la transition énergétique, la défense, la cybersécurité, tous ces thèmes-là, on aime bien et on investit depuis assez longtemps là-dedans. Voilà. Très bien. Du côté de l'Union bancaire privée, Patrice Gautry. Oui, on va avoir une approche assez diversifiée avec un biais effectivement sur les actifs risqués via le crédit et les actions, le high yield, effectivement, les prêts, les loans, les mortgage-backed security. On va chercher du yield en fait, y compris dans des actifs puisque la croissance américaine ne va pas tanguer tout de suite. On n'a pas de crainte sur les qualités de signature. Et puis côté action, en termes stratégiques, on va rester positionné avec le marché américain et les technologies. Pour le stratégique, donc c'est vraiment du moyen terme. On fait le gros dos et pendant qu'on fait le gros dos, on regarde effectivement les valorisations en Europe avec, je le mentionnais tout à l'heure, un petit peu d'intérêt ou de retour d'intérêt sur la Chine. La technologie en Chine, ça bouge, c'est vivant. Mais la Chine, c'était à un moment, on s'était quand même détourné, la Chine avec ce pouvoir autoritaire qui pourrait embastiller certains grands patrons. Mais les flux, on a l'impression, commencent à revenir. Et puis on voit bien qu'avec ce qui s'est passé récemment, les effets d'annonce là sur l'accès, je cherchais le nom, le DeepSeek, la possibilité de rentrer assez rapidement à un moindre coût redonne effectivement un momentum sur quelques types d'actifs. Mais je n'achèterai pas le marché chinois dans son ensemble, mais ce type d'actifs-là peut être intéressant en complément de la technologie américaine. L'Inde est aussi un pays et un marché qui nous intéresse. Et puis après, on va avoir des placements alternatifs pour jouer la période de basse volatilité ou les périodes de pic de volatilité comme on a avec les décrets de Trump, et puis un petit peu d'or dans le portefeuille pour avoir une protection un peu globale. Toujours. Alors, pas toujours, c'est pas systématique, mais en ce moment le momentum est plutôt positif et c'est une diversification intéressante. Alors, on le disait en début d'émission avec les États qui sont très acheteurs, il en manque pratiquement aujourd'hui de l'or. Oui, et les ventes, ce qu'on appelle retail, c'est-à-dire en fait l'achat d'or au niveau des particuliers en Asie, en Inde, en Chine, avec l'occasion du Nouvel An, est toujours très très fort. Et effectivement, il y a cette remontée structurelle qui est en place depuis plusieurs années de la part des banques centrales émergentes. C'est le BRICS, d'ailleurs, qui fait l'objet de quelques tweets amers de M. Trump, en disant attention, je vous ai à l'œil et je peux monter là aussi les tarifs, parce qu'eux sont en train de diversifier. Ils étaient avant très très liés au dollar. Ils sont en train de diversifier leurs avoirs en devises et de reconstituer des réserves importantes en matière d'or. Voilà, messieurs, ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette planète finance, planète marché, avec ce qu'on a titré un remontada européenne. Merci de l'avoir commenté avec nous. Merci à Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée, Axel Bolt, directeur de la stratégie marché chez Ostrom Asset Management, et Thomas Friedberger, directeur général adjoint de Tikehau Capital. Dans un instant, marché à thème, on va s'intéresser à ce qui se passe sur les ETF avec des niveaux records. À tout de suite.